tous et bienvenue dans l'émission L'Interview. Aujourd'hui, je reçois Philippe Pivin. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes député fédéral et maire, bourgmestre de Koekelberg. Un peu une question de géopolitique internationale, mais qui touche beaucoup, notamment chez nous. C'est 59 morts au moins à Gaza hier, à la frontière avec Israël. Des Palestiniens participant à une manifestation contre l'inauguration au même moment de l'ambassade américaine à Jérusalem. Des soldats israéliens qui tirent à balles réelles, donc, sur des civils, et le Hamas qui encourage la manifestation. Alors, quelle est votre réaction? 3 types de réactions. La première, c'est un massacre infâme. La deuxième, c'est une réponse disproportionnée. Et la troisième, qui veut encore de la paix dans cette région? Je prendrais bien un peu des trois parce que, en définitive, moi, ce qui m'a surtout choqué, c'est le contraste qu'il y avait entre l'inauguration de l'ambassade d'une part et d'autre part ce qui était en train de se dérouler à Gaza. Alors, je dirais que d'abord, moi, je condamne cette manifestation lourde de la violence parce qu'on cite 50 et des morts, mais on devrait citer aussi 2300 blessés, ce qui est un chiffre colossal. Et donc, ça doit être véritablement un événement de grande ampleur. Et moi, je pense qu'il y a des populations là-dedans qui souffrent. Il y a des populations qui ont été utilisées, qui ont été manipulées par le Hamas, très certainement. Et je n'ai pas de conviction arrêtée pour condamner l'un ou l'autre. Je pense qu'il y a une part de responsabilité de part et d'autre. Je crois, et le ministre des Affaires étrangères l'a dit également, qu'une enquête internationale serait la bienvenue pour faire la clarté sur la survenance de l'événement. Je lisais ce matin dans un quotidien que des manifestants déploient des cerfs-volants auxquels des cocktails Molotov sont attachés. Je ne peux pas en vouloir a priori à des militaires de tirer sur des manifestants qui se trimballent avec de tels types de cerfs-volants. Mais s'il y a évidemment des victimes innocentes, et il y en a toujours dans ces situations, c'est condamnable et c'est certainement un usage inapproprié de la violence. Alors, il y a des opérations de police hier à la gare du Nord pour faire en sorte que les transmigrants n'y soient plus. Mais il n'y a toujours pas de politique d'accueil véritable sur le terrain. C'est une des critiques essentielles du bourgmestre de Schaerbeek contre Theo Franken. Alors qu'est-ce que vous avez à dire pour défendre la politique du gouvernement là-dessus? Mais dire déjà qu'il n'y a pas de politique d'accueil, non. Et récemment, on indiquait que la Belgique se classe 7e dans les pays européens pour l'accueil des demandeurs d'asile, avec un taux de reconnaissance qui est proche de 60%. Donc il y a une politique d'accueil. Mais ceux qui ne demandent pas l'asile. Mais ceux qui ne demandent pas, il y a une réponse qui est le retour volontaire ou le retour forcé. On a une législation, j'ai déjà eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, on a une législation, elle doit être appliquée. Elle est appliquée dans d'autres pays, je ne vois pas au nom de quoi elle ne devra pas l'être en Belgique. Donc c'est la politique de la main tendue à l'attention des personnes qui sont dans les conditions et surtout qui demandent l'asile en Belgique, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Et il y a une politique de fermeté qui est normale dans un état de droit à l'égard des autres. Oui, mais quand on est ferme et qu'on veut les reconduire, on ne les reconduit pas tout de suite. Donc, du coup, ces gens se retrouvent dans la rue et à la rue. Raison pour laquelle il y a des centres fermés, raison pour laquelle on continue à mettre des places à disposition. Et vous avez certainement entendu que le secrétaire d'État a encore une proposition à ce sujet pour les famille cette fois. Oui, mais il a vidé d'autres centres fermés. Mais justement, vous parliez de ça, le Theo Franken a annoncé effectivement qu'en juillet, il allait ouvrir les parties destinées aux familles et aux mineurs dans le centre fermé de 127 bis. Pourtant, ça fait 10 ans qu'on ne le faisait plus. Pourquoi est-ce qu'il faut enfermer des mineurs encore en Belgique en 2018 ? Alors, à l'heure actuelle, vous trouvez plus normal qu'on ne fasse rien et qu'un jour, un matin, la police se présente dans une école et vienne prendre un enfant, le séparer, je dirais, de son environnement scolaire. Je ne trouve pas que l'image et que le comportement soient plus humains que celui qui va être proposé maintenant. Je crois qu'au contraire, on parle ici bien des personnes qui ne sont pas dans les conditions, des familles qui ne sont pas dans les conditions pour rester séjourner en Belgique. Il faut quand même qu'une solution soit proposée. Le retour volontaire ne fonctionne pas, c'est le retour forcé. Et le retour forcé est précédé d'une période d'attente dans un centre fermé, dans un environnement qui est tout à fait respectueux, évidemment, des droits de chacun. Donc je n'ai pas d'hésitation à ce sujet, d'autant que ce n'est pas une nouveauté. Vous le savez, le secrétaire d'État a simplement indiqué qu'il exécutait une mesure qui se met en place déjà depuis des années et qui a
a été décidé lors des législatures précédentes. Justement, Theo Franken et le NVA au sein du gouvernement sont parfois assez critiques avec les partenaires, et notamment avec le MR. Le président de la NVA, Bart De Wever, disait que le gouvernement manquait de dash, manquait de niaque, tout ça, ça n'allait pas assez vite, qu'un assainissement tardait à venir, que tout ça était reporté d'année en année. C'est une pierre dans le jardin du MR, ça. Quand on fait de la politique, et Bart De Wever en fait à un niveau encore bien plus élevé que le mien, on a toujours tendance à vouloir se montrer impatient et à vouloir produire du résultat. Avec évidemment des lourdeurs, cette impatience ne trouve pas toujours une satisfaction. Donc je peux comprendre la préoccupation. Ceci étant, il y a un programme de gouvernement, il y a, je dirais, une feuille de route, et cette feuille de route est scrupuleusement respectée jusqu'à présent par l'ensemble des partenaires de la majorité, et je n'ai aucune raison de penser qu'il en ira différemment d'ici la fin de la législature. Avec du résultat encore bien, puisque vous savez qu'en matière socio-économique, les performances sont excellentes. Oui, d'accord, mais en matière de résultats, il était prévu que l'assainissement arrive plus tôt que ce qu'il est prévu maintenant. Donc il y a quand même un retard. Donc c'est vrai que c'est reporté. Oui, pas de fétichisme non plus. L'assainissement viendra à son heure. Ce n'est pas au prix, évidemment, d'avoir, je dirais, une dévalorisation du travail qui a déjà été entrepris, qui doit se poursuivre. Mais vous trouvez que c'est un partenaire facile, la NVA ? Je pense qu'aucun des partenaires n'est facile, mais je ne pense pas non plus que le rôle d'un partenaire est d'être facile. Un partenaire, il est là pour défendre son programme et pour l'intégrer dans l'ensemble du programme qui a été dessiné par l'ensemble de la majorité. Mais je ne pense pas qu'on doive les qualifier de faciles ou difficiles. Je crois qu'il faut des partenaires attentifs, loyaux et exigeants. Et c'est le cas ? C'est le cas. Alors, vous avez déposé un texte avec des collègues députés du MR pour sanctionner les partis politiques qui verseraient dans l'incitation à la haine, la violence et le terrorisme. Vous visez le parti Islam spécifiquement là-dedans ? Entre autres, mais essentiellement, et d'abord parce que leur acronyme pourrait prêter à sourire. Vous savez que Islam, dans Islam, I-S-L-A-M, le L veut dire liberté. Donc c'est assez original pour un parti qui rejette l'égalité homme-femme, pour un parti qui prône la charia plutôt que le système judiciaire et qui met en avant la loi de Salomon plutôt que la justice des hommes. Donc moi, tout ça pourrait prêter à sourire, mais il n'y a pas de quoi sourire parce que ce sont quand même nos libertés, nos droits, nos valeurs qui sont attaqués par cette formation politique. Et donc non seulement je dirais qu'il n'y a pas de quoi sourire, mais il n'y a pas de quoi banaliser non plus ni minimiser. Et moi, j'ai été à l'origine effectivement d'une initiative avec d'autres d'ailleurs qui tentent à interdire cette formation politique et on l'a inscrite dans une des recommandations de la commission attentat. Mais dès aujourd'hui, nous savons que nous avons dans l'arsenal législatif des outils à notre disposition. On a à l'heure actuelle une loi qui permet de condamner les actes sexistes, on a une loi qui permet de condamner les discriminations, donc on a déjà des outils. On voudrait aller plus loin et exploiter davantage, et c'est ça la recommandation d'ailleurs de la commission attentat, on voudrait exploiter davantage les possibilités qui permettrait d'interdire. Ce n'est pas un travail facile parce que ça veut dire qu'on devra inscrire dans la Constitution, d'abord on doit consacrer juridiquement les partis politiques. Vous savez qu'aujourd'hui, en droit belge, le parti politique n'est finalement réglementé qu'au regard de son financement ou de ses dépenses. Ici, on doit le consacrer juridiquement dans la Constitution, prévoir aussi l'interdiction. Ça n'est pas simple, mais nous allons avoir dans les jours qui viennent un exposé d'un de nos experts de la commission attentat, le professeur Martens, qui viendra nous éclairer davantage sur ce sujet. Ce que moi je dis, c'est qu'on ne doit pas banaliser. Il y a 20 ans, nous mettions en garde, nous alertions sur l'évolution du radicalisme religieux, de l'intégrisme religieux. 20 ans plus tard, nous avons enregistré des actes barbares sur le territoire belge, peut-être parce qu'on a trop banalisé, trop minimisé il y a 20 ans. Et ceci, il ne faut certainement pas le négliger. Et ce genre de texte pourrait concerner aussi des partis racistes, des partis d'extrême droite, par exemple. Oui, sauf si on met le curseur ailleurs, parce qu'à partir du moment où un critère du parti islam, c'est la primauté de la loi religieuse sur la loi civile, si on met dans une loi qu'on interdit les partis qui considèrent que la loi religieuse doit primer sur la loi civile, vous touchez spécifiquement cette formation-là. Alors, vous êtes bourgmestre de Koekelberg et il va y avoir des grands travaux à partir de cet été avec le tunnel Léopold II. Alors, tout s'annonce bien. Est-ce que Pascal Smet a bien préparé ce chantier ?
Est-ce que la réponse n'est pas dans votre question? En tout cas, répondez. La réponse, effectivement, le chantier a commencé le 1er mai. Pour le moment, il ne génère pas de difficultés particulières parce qu'il se déroule la nuit. Mais le moment de vérité, je ne l'attends pas maintenant. Le moment de vérité, c'est à partir de l'été, à partir du 1er juillet, puisque c'est fermeture du tunnel 24 heures sur 24. Et le moment spécifique de vérité, on en reparlera, je suppose, à ce moment-là, c'est plutôt aux alentours du 15 août, parce que je veux quand même rappeler que ce sont 80 000 passages par jour, 40 000 dans chaque sens, qu'il va falloir gérer, et ça c'est tout l'enjeu, toute notre difficulté, parce que vous devez savoir, et vos téléspectateurs doivent savoir, qu'au moment où nous nous parlons, nous n'avons pas encore reçu du cabinet du ministre de la Mobilité les plans de déviation. Alors on nous dit qu'il y a un hyper-coordinateur qui est à notre disposition pour les mesures d'accompagnement, mais je suis bien en peine, moi qui voudrais prendre des mesures d'accompagnement, qui voudrais protéger les quartiers à Kuckelberg, comme mon collègue à Gansoren d'ailleurs, nous voudrions prendre des mesures du type limitation ou interdiction moins de 3,5 tonnes, du type casse-vitesse, du type radar, peu importe, des mesures d'accompagnement, fermeture d'une voirie, inversion d'un sens, on ne sait pas les prendre parce qu'on n'a aucune indication sur les plans de déviation, aucune indication sur la signalisation provisoire. Par contre, ce qu'on constate, c'est que si on n'a pas encore les plans, on a toujours les blocs de béton. Et ça, c'est une insulte à l'urbanisme de la commune de Kuckelberg et je ne le dirai jamais assez souvent. Ces blocs de béton, Smet le concède d'ailleurs, doivent disparaître. Ils disparaîtront, me dit-il, j'attends toujours, ce matin ils étaient encore présents, mais nous savons que le sens unique, que moi j'appelle plutôt un non-sens unique, reviendra à partir du 1er juillet, et je l'ai déjà dit en d'autres lieux également, un sens unique avec une bande de circulation toute l'avenue Charles-Quint va poser d'énormes problèmes de circulation si, par exemple, on ne change pas les horaires d'enlèvement des immondices. Et si on les maintient en pleine journée, on va vers des difficultés. Dans quel délai vous avez besoin de ce plan d'accompagnement et de déviation? Demain. Merci Philippe Pivin, on se retrouve avec un autre invité demain. D'ici là, bonne journée et bonne soirée.